Ce territoire est occupé par des pasteurs nubiens qui profitent de leur position d'intermédiaire entre l'Égypte et le royaume de Kerma. Des récipients égyptiens, destinés à contenir des céréales, de l'huile et du vin, ont été découverts en grand nombre à Kerma et qui remontaient vers l'Égypte chargés de cuir et d'or. La construction de forteresses le long des routes commerciales qui sillonnent l'Égypte et la Nubie reflète la volonté de la monarchie de contrôler les échanges dans cette région stratégique. Elles sont parfois entourées de véritables agglomérations. On peut citer en exemple la ville de Mirgissa, par exemple, qui est adossée à une place forte qui s'étend sur près de 7 hectares et demi. Elle abrite des maisons et des grandes structures en bois destinées au stockage des marchandises. S'y rencontrent alors des négociants égyptiens et nubiens qui viennent échanger des produits égyptiens contre de l'or transporté par les marchands nubiens. La proximité avec des mines d'or favorise le développement de ces structures fortifiées et de grandes villes. La fouille des forteresses d'Uronarti et de Semna ont livré un grand nombre de poids, utilisés justement pour peser la poudre d'or. Des caravanes de Nubiens et d'habitants du désert se rencontrent au sein de ces forteresses. Ces comptoirs fortifiés permettent donc au roi de prendre part au trafic commercial qui relie l'Égypte à la Nubie et au Levant. Les Égyptiens tentent de garder le contrôle de leur territoire de façon concrète, mais aussi de manière magique. Vous avez un grand nombre de textes d'exécration, si vous voulez, c'est de détestation, si vous préférez, qui sont inscrits sur des figurines représentant des prisonniers, vous, les peuples ennemis de l'Égypte, notamment les habitants de Byblos et de Syrie, au pire châtiment si jamais il leur prend l'envie de s'attaquer à la puissance égyptienne. De façon un peu plus pacifique quand même, les marchands qui s'apprêtent à prendre la mer offrent aux dieux des ports et des ancres pour qu'ils les protègent contre les tempêtes et les pirates. Après la fin de la monarchie d'Ititaoui au début du XVIIIe siècle avant notre ère, les forteresses égyptiennes en Nubie ne sont ni abandonnées ni détruites. En fait, elles continuent à servir de refuge aux soldats et aux marchands qui travaillent pour les rois de Kerma. Le royaume nubien est doté d'un atout majeur. Il peut directement accéder aux produits aromatiques venus du pays de Punt, que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime. En plus, il est en lien étroit avec les nomades du désert occidental grâce aux routes qui relient l'Égypte à la Méditerranée. Il peut donc contourner le pays égyptien par la mer Rouge et le désert occidental, ce qui lui permet du coup d'éviter de payer les taxes liées au passage des frontières et au droit de circulation à l'intérieur du royaume égyptien. Les rois d'Ititaoui sentent qu'une grande partie des ressources de leur territoire et des pays voisins sont en train de leur échapper. Alors, ils lancent plusieurs campagnes en Nubie pour tenter de reprendre le contrôle de ces routes commerciales, mais en vain. Ils ne parviennent pas à briser la puissance de Kerma. Les recettes fiscales, du coup, s'amoindrissent à vue d'œil, et malgré l'étendue de leur réseau, les grands chefs de Moyenne-Égypte, pourtant fortement impliqués dans le commerce, ne réussissent pas à capter à leur profit et à celui du pharaon la totalité des produits qui circulent entre l'Afrique et le monde méditerranéen. Un détail a longtemps intrigué les archéologues. Pourquoi les rois d'Ititaoui n'ont-ils pas cherché à s'emparer des oasis du désert occidental qui leur auraient permis de remédier justement à ce problème ? Est-ce une question de moyens, financiers ou humains ? Certainement pas, puisqu'il aurait été en fait possible d'envoyer dans cette région les ouvriers occupés à ériger les forteresses sur la deuxième cataracte. Il faudrait plutôt y voir l'action même des grands chefs de Moyenne-Égypte qui veulent à tout prix garder le contrôle exclusif de cette région. Effectivement, les potentats d'Assiout contrôlent les pistes du désert occidental. L'absence des agents royaux est une aubaine pour les marchands nubiens qui en profitent pour s'installer dans les oasis de Dakhla et de Karga. Ils tissent alors une nouvelle piste qui permet de contourner le royaume égyptien. Si les rois d'Ititaoui gardent du coup le contrôle d'une partie du fleuve, eh bien, ils ne disposent pas des moyens politiques et financiers qui leur auraient permis de s'emparer des réseaux d'échange reliant l'Afrique à l'Asie, la Méditerranée et à l'océan Indien. Alors ils vont tenter pourtant de remédier à cette situation en lançant des expéditions militaires, là encore, mais elles ne permettent pas de contrôler durablement le territoire de ses adversaires. Ils n'ont pas d'autre choix du coup que de se concentrer sur leur royaume en jouant sur la fiscalité et en accroissant le revenu du domaine royal. Et vous savez comment ça marche, en général, ça marche pas souvent ou pas longtemps. Malheureusement, ils ne disposent pas d'organismes royaux sur place pour lever les impôts.
Oui, c'est le principe des vases communicants. La couronne dépend presque entièrement des potentats locaux, dont le soutien s'amenuise au fur et à mesure que les caisses de l'État se vident, évidemment. Plus vous êtes riche, plus vous avez d'amis, moins vous l'êtes, plus vous les perdez. Le pouvoir pharaonique s'engage alors dans un lent processus de dilution politique. Des puissances émergentes en profitent pour croître et prospérer. Kerma, une multitude de petites principautés nubiennes au sud, et les princes de Tel el-Daba au nord qui se tournent vers le Levant, laissant la monarchie égyptienne s'enfoncer peu à peu dans le néant. La disparition de la monarchie d'Ititaoui plonge l'Égypte dans une nouvelle période de troubles. Le pays subit une invasion étrangère menée par des princes d'origine sémite vers 1700 avant notre ère. Des bouleversements sans précédent ébranlent les empires établis sur les bords de l'Euphrate qui poussent les peuplades de pasteurs venus d'Asie rejointes par des populations nomades de Syrie et du pays de Canaan à franchir l'isthme de Suez. Ils envahissent alors le delta du Nil, ils font paître leurs troupeaux. Profitant de la disparition du pouvoir égyptien, ils s'emparent de Memphis et dévastent la Basse-Égypte. L'Égypte septentrionale tombe rapidement sous leur contrôle. Ils adoptent quand même le mode de vie des vaincus, leurs dieux et leurs rois imitent les pharaons. Ils fondent une ville forte, Avaris, sur l'embouchure la plus orientale du Nil, qui abrite un camp retranché où vivent 240 000 hommes. Ce déploiement de force fait évidemment très forte impression sur la population égyptienne. Certains scribes égyptiens passent à leur service. Les rois d'Avaris mettent sur pied un gouvernement puissant et éclairé qui bénéficie des influences crétoises et des bonnes relations avec le Proche-Orient, pour le coup, et la mer Égée. Au début du XVIIe siècle avant notre ère, 2 royaumes émergent, l'un à Thèbes et l'autre à Avaris, forteresse édifiée dans le delta. Le royaume du Nord est dirigé par une puissance marchande dont la prospérité est liée à la position occupée par Avaris à la charnière de l'Asie, de l'Afrique et du monde méditerranéen. Au sud, Thèbes est le cœur battant d'une monarchie guerrière. Thébains et Avarites suivent chacun leur chemin, séparés par les marécages de la Moyenne-Égypte. Au cours du XVIIe siècle, les Thébains désirent accéder à la Méditerranée et s'affranchissent des taxes de passage imposées par leurs voisins du Nord et s'emparent d'Avaris. Cette victoire acquiert une dimension idéologique inédite parce que les écrits postérieurs assimilent les vainqueurs à d'authentiques Égyptiens qui auraient débarrassé le pays d'une puissance occupante asiatique. C'est comme ça que se forge le mythe du royaume d'Ixos qui aurait dominé le nord et une partie du centre de l'Égypte avant que les Thébains ne viennent rétablir une unité nationale. Des découvertes récentes permettent de nuancer ce récit un peu trop simpliste que je viens de vous faire. En réalité, les dynasties ne se succèdent pas les unes aux autres comme ça, comme entre guillemets par magie. Les Hyksos s'autoproclament rois du Nord et constituent la 15e dynastie, tandis que les maîtres de Thèbes forment la 17e dynastie. Il y a donc 2 lignées royales qui se partagent le pays politique égyptien. La chronologie des dynasties royales repose presque exclusivement sur les listes élaborées par le prêtre grec Manéthon au cours du 7e siècle avant notre ère. Or, des fouilles ont récemment mis au jour des scarabées couverts d'inscriptions. Et surprise, il s'agit de dizaines de noms de rois qui demeuraient jusque-là totalement inconnus avec la durée même de leur règne. En ce qui concerne la situation politique du XVIIe siècle avant notre ère, elle met en scène une multitude de pharaons locaux qui ne règnent que sur leur ville ou sur leur région. Ces roitelets, si vous voulez, reconnaissent la domination de rois plus puissants auxquels ils se soumettent. Les rois d'Avaris exercent rapidement une sorte d'hégémonie sur le nord et le centre du pays en mettant en place une monarchie reprenant le modèle des royaumes levantins. On voit alors se développer un jeu complexe mêlant alliances et conflits armés entre les différentes principautés qui se partagent le territoire égyptien, une sorte de Game of Thrones égyptien si vous préférez. Cette période propice à l'épanouissement de la vie culturelle, que ce soit littéraire, mathématique
ou médicale. Les dernières recherches mettent en lumière des liens étroits, et a priori pacifiques d'ailleurs, entre le royaume du Nord et celui du Sud, puisque des agents d'Avaris circulent librement au sein des royaumes de Haute-Égypte. Elles révèlent une activité importante autour de 1800 avant notre ère. L'essor d'Avaris serait contemporain de celui de plusieurs centres de pouvoir en Haute-Égypte, notamment à Thèbes ou Abydos. La citadelle d'Avaris se trouve, elle, à un endroit, je l'ai dit tout à l'heure, stratégique, au carrefour entre le Levant, l'Afrique du Nord-Est et la Méditerranée orientale. Elle participe aux intenses échanges commerciaux qui réunissent les régions les plus dynamiques de la fin de l'âge de bronze.